Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de Sous les aurores. Aujourd'hui, épisode super spécial, c'est la première fois qu'on fait ça. On a décidé d'aller comparer deux modes de vie. Et quel mode de vie? Nous allons discuter du lifestyle à Oslo en Norvège versus le lifestyle à Dubaï. Vous nous avez rendu visite un peu plus tôt cette année en Norvège, donc vous avez pu avoir un aperçu de notre vie, de notre environnement. Et nous étions déjà venus à Dubaï, Lucie avait eu l'occasion d'y vivre. Et cette fois-ci, c'est nous qui vous rendons visite quelques mois plus tard. Donc on va essayer de comparer tout ce qu'on peut comparer entre Oslo et Dubaï et voir si aussi certaines choses rapprochent ces deux styles de vie sur le papier très différents. On va commencer par une petite introduction de chacun. Est-ce que vous pouvez vous présenter, nous donner votre prénom, ce que vous faites dans la vie, depuis combien de temps vous vivez à Dubaï, et si vous avez un petit culture choc à nous raconter quand vous êtes arrivé à Dubaï ou que vous continuez de vivre au quotidien. Alors, pour commencer, merci beaucoup de nous avoir ici. On est super contents. Merci de nous avoir rendu visite à Dubaï. Alors, moi, je suis Maëva. Je travaille au siège de Louis Vuitton. Je suis merchandising manager. Ça va faire presque 14 ans qu'on est à Dubaï. Wow. Et je dirais plus gros choc, la chaleur. On est arrivé en plein mois de juillet, donc je dirais vraiment. Ouais. C'est vraiment la première fois qu'un invité nous répond la chaleur. Comme quoi, on est sur un épisode spécial, ouais. Moi, je suis Frédéric. Je travaille en banque d'investissement, en fusion-acquisition. Et comme Eva l'a dit, ça fait donc presque 14 ans qu'on est installé. Franchement, culture choc, je pense que pareil, la chaleur. Je me rappelle une anecdote. On est arrivé plein mois d'août, on visitait des appartements. Et je m'étais mis une petite chemise, etc. pour aller visiter le premier appartement. Je sors du taxi, il y avait à peine 50 mètres à marcher entre le taxi et l'entrée de l'immeuble. C'était déjà Et trop. je suis arrivé littéralement trempé devant, Oh, punaise. devant l'immeuble, mais trempé, comme si je sortais La douche. de la douche. Donc, Ouais. ouais, assez violent quand même. Ouais, je pense qu'une arrivée à Dubaï en plein mois d'août, c'est un peu comme une arrivée à Oslo en plein mois de novembre ou décembre. Oui, je pense que c'est ça. D'un côté, tu es un peu dans le noir tout le temps et déprimé. Dans l'autre, tu grilles dès que tu as un bout de peau qui dépasse sous le soleil. Et ça me rappelle là ce que tu dis. Mais c'était ma vie au Panama où de mon building au travail, il y avait 5 minutes à marcher. Et c'était la dernière minute, c'était la minute de trop. Et là, je tombais le masque en arrivant au bureau. J'allais dans les toilettes sécher ma chemise, quoi. Et ce qu'ils font en plus ici, c'est que donc, bon, la ville est quand même bien faite. Donc, pour les transports en commun, en l'occurrence, si on prend le bus, les stations de bus sont Ça, climatisées. c'est bien, ça. Donc ça, c'est quand même pas mal. Mais il y a toujours un bout de chemin à faire à pied. Et oui. Et en fait, on voit, surtout pendant les mois où il fait très chaud, que les gens ont des parapluies, mais qu'ils utilisent en fait en ombrelle pour se protéger Ah ouais. du soleil. Non, mais- Parce que comme tu disais, même que quelques centaines de mètres. Ouais. Mais c'est vrai que ça tape. Pour ceux qui connaissent Bergen en Norvège, là-bas, on ne peut pas utiliser les parapluies parce que la pluie tombe à l'horizontale, c'est ce qu'ils disent. Quoi Et qu'il c'est, arrive. et c'est clairement pas pour se cacher du soleil. Donc voilà, des petites différences déjà là qu'on peut percevoir. Vous venez d'où à la base? On s'est rencontrés à Paris. Donc on vient de Paris. Petite pause. Coucou Salut les filles. filles. Ah, C'est bien, super les les filles. filles. Ouais. Vous avez bien mangé? Mais Ouais. bravo les filles. Et quel est le plan là? Il n'y a pas de micro pour vous. Punaise, Tu veux- une starnet. Tu veux te Making te of, présenter? making Ouais. Est-ce que tu veux Le te backstage. présenter? Oui, La caméra. caméra, elle est juste là, tu te présentes. Tu t'appelles comment? Et tu as quel âge? bonjour tout le monde. Je m'appelle Zori. J'ai 4 ans. Ouais. J'habite à Dubaï. Et j'ai une copine qui s'appelle Gisèle. Est-ce que tu sais où elle habite, Gisèle? Tu t'en rappelles? Elle habite à Oslo. Ouais, c'est ça. Bravo. Et t'avais bien aimé toi Oslo, Zouri? J'ai bien aimé à Oslo. Et j'ai joué à la neige. Jouer à la neige, ça c'était sympa. Elle fait du ski aussi. Et j'ai fait du ski. Trop forte. Et j'ai parti à Dubaï. Merci beaucoup, Zoé. Bravo. Merci. Et qu'est-ce qui a fait que vous déménagiez à Je venais de finir mon master et j'étais en recherche de
stage de fin d'études, au premier job, Maëva a eu une opportunité et donc un stage de 1 an. Et je me suis dit, ben, je vais essayer de la rejoindre et essayer sur place de trouver une opportunité. Avant ça, on était venus en vacances passer le Nouvel An. On avait bien aimé la vie, on s'y était plus. Enfin, c'était à peine 1 semaine, 10 jours. Mais on s'est dit pourquoi pas. Et puis voilà, 6 mois plus tard, on a déménagé. Et à la base, c'était juste pour un court séjour, un stage, ou vous disiez déjà on peut peut-être y rester quelques années? Non, je pense qu'on ne se voyait pas forcément y vivre sur le long terme. On s'était dit première expérience. Il y avait aussi quelque chose qui était assez important pour nos 2 carrières. Il fallait qu'on approfondisse l'anglais, mais qu'on ait un anglais courant dans le milieu aussi professionnel. Donc c'était important qu'on ait cette expérience pour pouvoir ensuite voir comment s'insérer dans le monde professionnel et voir si on est vraiment... C'est pas possible. On venait plus pour l'anglais, la première expérience, et après on s'est dit, on voit si ça nous plaît, on enchaîne, sachant qu'on était un peu dans 2 formats différents parce que Fred avait lui fini ses études, donc il pouvait renchaîner sur un CDI, alors que moi j'étais encore à l'école. J'avais pas fini mon master. Donc j'avais quand même un bout de parcours à aller faire à l'étranger encore, je devais retourner à l'école, donc ça encore, ça nous permettait pas forcément de nous visualiser sur le long terme à Dubaï. Après, de manière générale, quand même, enfin, je pense que c'était le cas en tout cas il y a ça 10 ans plus, c'est que tous les expats à Dubaï venaient et pour une durée déterminée. Ouais. Donc les gens venaient et disaient je reste 6 mois, 1 an, 2 ans. Et personne n'avait vraiment la vision long terme. Je pense que quand on est arrivé, toutes les personnes qu'on a rencontrées étaient peut-être aussi en CDD ou en CDI, mais ne parlaient jamais à horizon 5 ans ou 10 ans de rester à Dubaï. Donc évidemment... Ouais, parce que Dubaï, c'est une ville d'expat Ouais. quand même. Il y a, je sais plus, 90% de la population. Après, peut-être qu'on était plus jeunes et notre cercle était plus jeune, donc les personnes étaient en stage ou en début de carrière, donc pensaient forcément repartir en France ou autre. Mais il y a une règle ici, c'est que si tu restes plus de 3 ans, tu restes 10 ans. Ah, mais trop drôle. Ben ça, il y a une invitée qui nous a dit, alors pas exactement la même chose, mais elle nous a dit quand tu restes plus de 3 ans dans un pays, ça y est, tu fais un peu partie du pays, quoi. Ouais. Donc, Et ce qui est assez marrant, c'est que du coup, comme tout le monde a un peu cette règle en tête, ouais. du coup, quand t'arrives aux 3 ans, un peu comme si tu te sens obligé de te dire, de faire un bilan. Un choix. Ouais. Ah, ouais. Du coup, c'est le bilan forcé. Tu te poses, tu te dis, alors est-ce que je suis content? Est-ce que je me vois rester? Et nous, à ce moment-là, on s'était dit, pourquoi pas Singapour. On était prêts à partir peut-être Mhm, encore plus loin, mhm. parce qu'on avait aimé la vie d'expat. Et Mhm. on entendait un peu parler aussi des gens qui étaient venus au Middle East et qui avaient eu l'expérience un peu Asie. Donc on s'était dit, why not? Bon, après, en couple, souvent, il faut aussi pouvoir trouver Faire le le bon move. timing Ouais. pour faire le move en même temps. Et puis les opportunités ont fait que on est reparti, on a dépassé les 3 ans. Et puis voilà, nous voilà 13 ans plus tard, Oh, punaise. toujours là. Mais c'est intéressant que tu parles un peu des hubs expats parce que Oslo, clairement, on va pas l'imaginer, ou la Norvège en général, comme un hub d'expat. Alors à la limite, peut-être il y a un certain temps, notamment Stavanger, où ce sont des villes pétrolières, et donc là aussi il y avait beaucoup de passages, voire des gens qui sont restés sur le long terme. Mais une fois de plus, ça me fait penser un peu Panama pour l'Amérique latine, Ouais. Dubaï pour Middle East, Singapour pour l'Asie. Et est-ce que vous avez d'autres idées de grandes villes comme ça, un peu classiques, en mode où la vie c'est vraiment un mix d'expats, quoi? Je pense peut-être Hong Kong. Hong Kong, ouais, Ouais, aussi beaucoup j'ai comme vu. ça. Ouais. Ouais. Mm. Mais c'est vrai que du coup, ça me fait penser au fait que vous vous considérez toujours expat. Ah oui, tiens. Oui Elle commence et avec des non. questions difficiles. Oui et non, c'est une très bonne question Ouais. ça, parce que où est la maison? Parce que en fait, quand on rentrait en France, et après, Fred, il est originaire de la Côte d'Ivoire, il est ivoirien, on se disait on rentre à la maison. Et Quand puis, vous alliez en France ou en Côte Exactement. d'Ivoire. Ouais. petit à petit, avec Mm. les années, Ouais. Ça s'inverse. quand on revenait, on Mm. disait on rentre à la maison. Non, c'est exactement ça. Et on est expat parce que par défaut, on ne peut pas avoir la nationalité émirati et on sait qu'on est expat. Mais je pense que le système ici te met quand même assez à l'aise pour que tu te sentes chez toi. Donc, Mais oui, c'est ça qui est. En préparation de Mm. l'épisode, on réfléchissait Oui. beaucoup à ces questions d'identité. Et en fait, contrairement à la Norvège où naturellement, et nous, la bascule, ça a vraiment été d'avoir des enfants, tu passes de l'expatriation à l'intégration, mais on soulève aussi des questions parfois dans les épisodes d'adaptation
culturelle ou pas. Donc, est-ce que tu as vraiment le choix ou est-ce qu'il faut vraiment que tu fit in, notamment avec la langue et tout? Dubaï, moi, ou comme le Panama avant, bon, il y avait aussi la langue, c'est différent, mais Dubaï, pour le coup, encore plus. T'as moins cette C'est ok d'être obligation. expat. Ouais. C'est bienvenu d'être expat. On n'attend pas de toi que tu deviennes quelque part émirati ou que tu connaisses tous les codes, en fait. Et je pense que c'est aussi lié au fait que on est 90% d'expats. Donc du coup, en fait, dans la ville, autour de nous, on est quand même entouré de... Et ça, c'est une grande différence, comme tu dis, avec la Norvège, où Mm. au bout d'un moment, on va attendre de toi que tu parles la langue, que tu connaisses tous les codes. Pour certains Français, ils nous disent, moi, ça y est, je suis plus français, je suis norvégien. Moi, je suis pas à ce stade-là, mais c'est vrai que je me sens plus expat non plus. Mm. Je me sens Mm. immigrée. Voilà. Mm. Ouais. Et c'est vrai que peut-être en ayant vécu dans d'autres villes et tout, où je n'avais pas cette pression de me dire faut que je m'intègre absolument, que je connaisse la langue, les codes et Mhm. tout. Et c'est vrai que c'est une grande différence. Je pense juste qu'à Dubaï, vu qu'il y a 90% d'expatriés qui quand même arrivent et suivent les règles de vie de 10% de la population, qui sont eux chez eux, je trouve que les 90% pourraient faire plus d'efforts, honnêtement. Et ça nous inclut aussi, et ça commence juste par la langue. Je pense qu'on devrait faire plus d'efforts et je suis très content par exemple que Zouri, qui va à l'école française ici, ait 1 à 2 heures d'arabe par Ouais. semaine. Mm. Et je trouve ça complètement logique, je veux dire. De connaître la c'est- culture locale, quoi. Ça fait Exactement, partie, exactement. Et on a beaucoup d'amis qui sont de la région, que ce soit Émiratis, Bahreïnis, Saoudiens, etc. Je trouve que c'est respectueux de notre part quand il y a une fête religieuse, de leur envoyer un message ou quand il y a un événement en particulier, de savoir ce que représente cet événement et de pouvoir leur envoyer un petit message, une petite attention pour dire qu'on n'est pas juste là pour profiter du bon temps et au contraire, on s'intègre et on connaît un peu la culture. D'ailleurs, je rebondis parce que la langue, donc nous, il y a eu des cours, ça devient plus proactif, je commence à me débrouiller un peu. Mais attends, parce que moi, je me suis dit, jamais vous avez appris l'arabe. Maëva, la dernière fois quand même, tu me dis, attends, les gars, je vous laisse 5 minutes parce que je vais avoir cours d'arabe et je dois faire mes devoirs. Du coup, qu'est-ce que tu peux nous en parler un peu? Alors, quand on est arrivé, j'avais eu la chance, dans mon premier stage à l'époque, il y avait une personne de mon équipe qui donnait des cours d'arabe gratuits. Donc, j'avais commencé, c'était toutes les semaines. Et puis, elle avait plus le temps, malheureusement, ça s'est arrêté. Et puis après, j'ai un peu laissé passer. Là, on m'a reproposé chez Louis Vuitton de faire des cours d'arabe. J'ai dit oui tout de suite, pour 2 raisons. Parce que je me suis dit, j'ai perdu beaucoup de temps. Ça va faire 14 ans que je suis ici et au final, et surtout, on est entouré d'énormément d'amis qui parlent l'arabe. Donc, c'est un minimum de pouvoir faire quand même un début de conversation avec eux. Et alors, comme Fred disait, Zouri qui a commencé l'arabe, donc je me suis dit, c'est pas mal qu'on soit toutes les deux un peu beginner. Comme ça, elle rentre à la maison, elle a ses devoirs, moi aussi j'ai mes devoirs, on peut commencer à avoir des conversations. Donc, ça fait que 4 j'ai fait que 4 heures. Mais je progresse déjà énormément, c'est-à-dire que je peux envoyer des messages à ma prof, on se répond par voice note. J'arrive même à répondre à certains de mes collègues au travail, tout le monde est hyper surpris, je suis ravie. Et est-ce que, par curiosité, aussi en Norvège, je trouve que y vivre longtemps, tu commences à avoir un peu des repères sur la langue, comprendre des choses. Ici, avec la lecture complètement différente, est-ce que vous avez quand même pu prendre quelques réflexes au fil des années ou c'est quand même très très limité? des petits mots quand même. Si, Oui. des petits mots, Enfin, par exemple, moi, je joue au foot et il y a beaucoup de locaux et de personnes qui parlent arabe. Donc, il y a des petits mots que Des je petits gros comprends. Aussi, ouais. Aussi. Mais oui, non, il y a quelques petits mots. Mais ça, pour être honnête, après 12 ans, moi, j'ai un peu honte de mon niveau. J'en suis Je peux pas fier. t'apprendre, je peux t'apprendre. J'en suis pas fier. Moi, je peux Mais pas bon, te juger. ça demande beaucoup de temps aussi. Ouais. C'est Et, ça. C'est pas une langue hyper facile, c'est pas de l'espagnol, quoi. ouais, Pour nous, ouais. Ouais, c'est pas du tout instinctif Ouais. en tant que francophone, non. c'est l'excuse que j'utilise pour le norvégien. Là, on vous donne des Bah, tips si vous nous écoutez. Et puis Le après, norvégien, c'est basé sur du germanique. tu sais, quand on me L'arabe, demande c'est en Norvège différent. si je parle norvégien, j'ai les réflexes tout de suite de me justifier pourquoi je ne parle pas. Donc, C'est pas mal, c'est pas c'est mal. quand même une langue très difficile. À la maison, je parle français. Au travail, je parle anglais. Tout ça, ça marche pour toi. J'ai 2 Vas-y. enfants, un chien, j'ai fait des rénovations, j'ai vendu un appartement, j'ai acheté une maison. Tu leur sors le Go CV. for it. Quand vous êtes arrivé ici, tu disais, Fred, que tu n'avais pas encore de travail. Ouais. Moi, j'aimerais savoir comment ça se passe, la recherche d'emploi. Après, j'imagine que c'était il y a 14 ans et qu'entre-temps,
ça a certainement changé, mais est-ce que vous avez trouvé ça plutôt facile à l'époque? Parce que pour tous les Européens, en tout cas, il faut des visas. On ne peut pas venir exactement, travailler ici. Comme en Norvège, du moment que tu trouves un travail, tu peux... Surtout, voilà, si tu es européen, tu trouves un travail, boum, ça y est, les choses s'alignent. Ouais. Voilà. Ici, comment ça se passe? Je pense que tous les parcours sont un peu différents parce que évidemment, avec les années qu'on a passées ici, on a vu différents profils, on a vu on a entendu différentes histoires. Pour ma part, j'ai trouvé relativement vite mon stage, en 1 mois à peu près. Et c'était via réseau d'école, etc. Mais c'était, comme tu dis, il y a 12 ans. Et Dubaï n'était pas ce que Dubaï est maintenant. Donc, je pense qu'aujourd'hui, les places sont vraiment chères. Et donc, du coup, c'est un peu plus compliqué maintenant. Mais de manière générale, ce que j'ai, disons, aimé et apprécié dans la recherche d'emploi, c'est la disponibilité des gens de manière générale et l'aisance qu'ils ont à pouvoir t'aider, te rendre un service sans rien attendre en retour. Donc, personnellement, je cherchais en banque et je me rappelle que j'ai envoyé un message sur LinkedIn complètement random à un directeur de Goldman Sachs qui m'a dit pour faire ça ouais, voilà, direct. On passe pas par 4 chemins. Je crois que j'ai contacté un mec genre Tim Cook, un truc comme ça. Et il m'a dit, écoute, j'ai une semaine chargée là, mais passe au bureau la semaine prochaine pour prendre un café. Ah ouais. Et je suis allé le voir, j'ai pris un café avec lui. Ça a débouché sur des mois plus tard des entretiens où j'ai pas eu malheureusement le boulot, mais quand même, c'est super. Il ne me connaissait pas et il a pris le temps de me rencontrer. Ça, c'est vraiment très Dubaï. Ouais. C'est très Dubaï. Le réseau. Le réseau et prendre des cafés. Et les gens sont beaucoup plus ouverts. Enfin, moi, j'ai beaucoup utilisé LinkedIn. J'ai fait l'ESR Rouen, donc j'avais le carnet des alumni. Donc d'abord, j'ai commencé par contacter tous les anciens qui avaient travaillé de près ou de loin au Middle East. Et après, je me suis dit, allez, je tapisse LinkedIn en fonction des entreprises et des industries. Ouais. Est-ce que tu crois que Moka il veut rentrer? Il fait partie des stars. Mais oui, ça va être la star du podcast. Viens, Moka. Plus petit format. Ah ouais. Voilà, Momo. Ouais, donc tu tapissais LinkedIn. Je tapissais LinkedIn, j'envoyais des messages et les gens me répondaient, comme disait Fred, me proposaient des cafés. S'ils pouvaient m'aider, ils redirigeaient mon CV. S'ils pouvaient pas, ils me redirigeaient vers d'autres personnes. Mais vraiment. Du coup, tu dirais que, par exemple, si vous faisiez un peu du démarchage LinkedIn comme ça, il y avait quand même un bon taux de réponse en général? Absolument, oui. Un truc quand même que je souhaite mentionner, c'est que ça a changé. Ça a changé. Oui. Avec le temps, j'ai aussi l'impression que quand on est arrivé, on faisait partie de ce pool des fresh graduates avec un background d'Europe et qu'il n'y en avait pas tant que ça. C'était assez étonnant pour les entreprises d'entendre des Français sortis d'école, diplômés, intéressés de venir à Dubaï. Aujourd'hui, comme entre-temps c'est devenu un gros marché, les gens ont entendu c'est la belle vie, le soleil, les meilleurs salaires. Donc du coup, ça attract plus de personnes. Ouais. Et du coup, le marché, il est un peu saturé. Donc c'est plus difficile. Ouais. Je dirais, il y a toujours le réseau qui compte, mais je trouve que c'est plus difficile. Mais quand même, ce que tu dis, ça me fait un petit trip down memory lane. Parce que quand on était encore de l'Argentine, j'avais aussi pour la Norvège contacté des directeurs de cabinets de consulting parce que c'était assez proche de ce que je faisais et j'avais espoir d'atterrir là-bas. Et j'avais eu quand même quelques appels, ils avaient tenté le truc. Parce qu'on dit que de la Norvège, et ça vous ne savez pas forcément, que c'est comme c'est petit, c'est ultra réseau. Et d'ailleurs, il faut se fâcher avec personne. J'imagine qu'ici non plus. Peut-être pour des raisons similaires ou pas d'ailleurs. Il y a peut-être plus, mais c'est ultra réseau aussi. Parce que tout le monde connaît tout le monde au final. Oui, exactement. Voilà, plus pour ça. Ouais, il y en a qui. Et ça, c'était pour le Panama, c'est ça? Pour la Norvège. On était en Argentine et on commençait à postuler en Norvège. Oui, tu as raison, mais tu vois, pour le coup, j'ai l'impression qu'en Norvège, est-ce qu'il n'y aurait pas une différence de traitement si c'est un Norvégien qui envoie un petit message sur LinkedIn, genre est-ce qu'on peut prendre un café pour parler de ça? Et si c'est un étranger, notamment, bien sûr, à cause de la langue. Oui, notamment. Si tu l'abordes en norvégien, déjà ça va faire un tri mental, un biais normal pour toute personne. Hein. Ouais, c'est vrai. Du coup, tout s'est bien passé, vous êtes arrivé ici, vous avez trouvé votre job. Est-ce que c'était compliqué de se loger? Alors, oui et non. Donc, il y a 12 ans, les loyers, c'était pas ce que c'est aujourd'hui. Maintenant.
Donc, franchement, on a trouvé notre petit cocon assez rapidement. On avait un petit studio dans un quartier qui s'appelle GLT. Franchement, on était bien. Vous étiez On bien. était bien. On Ouais. était contents. Avec du recul, maintenant, oui, c'était entre guillemets qu'un studio, mais pour nous, c'était vraiment le premier pas. Studio à Dubaï. Ouais. Mmh. Mais C'est- pour nous, c'était vraiment le premier pas, notre premier appartement. Et puis, on arrivait à une période où donc, c'était nos premières expériences professionnelles. Et donc, oui, c'était relativement facile et on est resté un peu plus d'1 an, je crois, dans ce premier appartement. Comment ça marche? Est-ce que tu dois avoir un travail pour avoir un appartement ou est-ce que tu dois... Quelles sont les conditions? Alors, C'est ce que j'allais dire, parce que j'allais dire là, tu J'ai essayé de dépeins botter en- la situation comme si c'est super simple. j'ai botté en touche. Ouais. Mais bon, je pense que ça va, on peut Il le est, dire. très, donc. il est très positif. ce message. Bah déjà, la réalité, c'est qu'on est arrivé, on n'était pas mariés. Mm. Donc, évidemment, on est dans un pays où il faut suivre les règles. Et techniquement, si vous n'êtes pas mariés, vous n'êtes pas censé vivre ensemble. Donc, c'est entre guillemets un risque qu'on a pris, mais le même risque que certains colocs prennent, par exemple, Ouais. à vivre en colocation. Après, c'était pendant une période déterminée. On savait qu'on était en contrat temporaire, donc on était plutôt confort avec l'idée de le faire. Et De puis, prendre ce risque au lieu de faire ta demande. Tu étais à l'aise avec ça, Fred? ouais. Bon, après, à 24 ans, c'était un peu tôt Ouais. quand même. Ouais, mais ouais, bon. ouais. T'avais Mais pas au-delà- encore les sous pour la bague. On te pardonne. Aussi, ouais. Mais au-delà de ça, normalement, pour Mm. pouvoir louer un appartement, il faut, oui, le CDI, il faut le visa, et c'est surtout qu'on paye les loyers en avance pour Donc, un 6 an. mois Pour ou un an, donc Ouais. un an Donc, pour il faut des quand même- jeunes qui sont en stage. Enfin non, toi t'étais en CDI du coup, mais Non, j'ai On commencé était en en stage. stage on a tous les commencé deux. en ouais. stage, un an de loyer, c'est quand même Mais pas. alors, du faut le coup, sortir, est-ce que quoi. vous aviez des économies? Comment ça marche? Non, alors nous, on avait négocié au mois, vu qu'on n'avait pas de CDI, Mm. donc on avait réussi à négocier un loyer qu'on payait mensuellement. Mm. Et donc, du coup, ça nous a permis de ne pas avoir pas à avoir à avancer payer. l'argent. Mais évidemment, ça nous a permis aussi de se préparer pour la suite, disons. Donc, une fois 2-3 ans plus tard, quand on s'est installé en full-time, etc., et qu'on a pris notre, entre guillemets, premier appartement où on a acheté les meubles, etc., on était prêt parce qu'on savait qu'il fallait avancer 6 mois de loyer. Et en fait, c'est juste un cercle. Maintenant, ça me choque plus parce que Ouais. j'ai l'impression que je paye mon loyer tous les 6 mois. Mais depuis c'est 10 vrai ans. que quand tu sais pas, tu es un peu surpris, parce qu'au-delà du loyer, il y a aussi toutes les cautions. Ouais. Aussi, Mm. il y a beaucoup de déposites. Ouais. Ça pour l'électricité, le déposite de l'appartement. Faut avoir du Donc, cash en fait, quand même. Exactement. Donc en Ouais. fait, quand tu sais pas, ça peut. Premier conseil, il faut venir avec des économies. Mais par exemple, pour les cautions, c'était un nombre aussi de loyers upfront. Ouais, à peu près 1 mois et demi. Ok, ouais. En fait, ça dépend vraiment des appartements ou des maisons. Ouais. Ouais. Par exemple, ici, on est à peu près à 1 mois et demi de loyer qui est en caution. Et du coup, ça me fait penser que, je sais plus si tu l'as dit tout à l'heure, mais une fois que vous avez trouvé votre job, vos entreprises n'ont pas eu il n'y a pas de problème, elles vous payent le visa pour toute la durée de votre emploi. C'est 2 ans, généralement, 2 ou 3. 2 ou 3, renouvelables. Renouvelable. D'accord. Voilà. Ok, mais si vous perdez votre travail, enfin si votre contrat s'arrête plutôt, vous perdez votre visa. Ouais, techniquement, oui. Après, tout dépend des conditions. J'ai vu certaines personnes qui ont fait un peu des départs à l'amiable et l'entreprise n'a pas annulé le visa immédiatement, mais je crois qu'ils ont jusqu'à 3 mois pour annuler le visa. Voilà, je pense que c'est aussi quelque chose qui est très important de savoir, c'est qu'on est tous ici grâce à nos entreprises. On n'arrive pas à Dubaï comme ça. En fait, dépendamment de la nationalité. Nous, par exemple, passeport français, tu peux rentrer avec un visa touriste que tu as en arrival à l'aéroport. Tu sais combien de temps il dure le visa touriste ou pas? 3 mois. 3 mois mois. aussi, 3 ok, mois. ouais, comme la Norvège. Ouais. Après ça, bon, voilà, il faut sortir. Donc ensuite, 3 mois, si tu veux venir chercher du boulot, tu te dis que tu te laisses 3 mois. Ensuite, l'entreprise te fait ton visa. Mais en effet, le jour où tu perds ton travail, tu perds ton visa. C'est vraiment C'est ta toujours situation lié à Dubaï Ouais. est liée à ton travail. Ouais. Oui, Ouais. il faut retrouver vite du travail ou il faut peut-être Et rentrer rapidement, temporairement. j'essaie de me dire, parce qu'on en a parlé aussi avec la Norvège, est-ce que peut-être monter un statut d'auto-entrepreneur ou une forme d'entreprise, c'est possible? Est-ce que vous avez entendu parler de ça ou pas?
Ouais, je pense que ça a beaucoup, encore une fois, ça a beaucoup évolué par rapport à quand on est arrivé et ça explique aussi pourquoi on a énormément de nouveaux expats européens qui sont venus et qui sont en freelance. Et parce qu'ils ont facilité tous ces contrats maintenant pour les youtubeurs. Ah mais oui, les- bah oui, voilà, j'allais dire en fait, moi j'étais là en mode très corporate et tout, mais mon consultant et tout, non mais oui, c'est vrai que ça Toutes touche. les- Mais oui, Euh, mais même pour, Oui, même pour les, Jessica, mon amour, Ouais. je crois qu'il... mais même pour Sans les consultant. consultants, même pour les consultants, Ouais. c'est, Les tu peux te consultants mettre, aussi, tu peux te mettre à ton compte. Donc ça a été beaucoup C'est facilité. facilité, ouais, Ça a ok. été beaucoup facilité. Et il y a le Golden Visa maintenant. Et maintenant, il y a le Golden Visa dans. Qu'est-ce que c'est le Est-ce Golden Visa? est-ce que c'est quand tu manges du chocolat? Est-ce qu'il y a un ticket dedans? Non, le Golden Visa, c'est un visa de 10 ans qui n'est pas sujet, que tu finances toi-même et qui ne dépend pas de l'entreprise pour laquelle tu travailles. Ah, Ouh, ça doit être Donc, très cher ça. bah, il faut 10 ans de Euh, financement. Bah, quand tu y penses, honnêtement, pour un visa de 10 ans, pas tant que ça. Je sais pas si je peux Vas-y, dire. Enfin, si, le si. prix, Oui, il est enfin, public, Oui, hein. il est public, mais tu payes, alors en dirhams, je crois que c'est les government fees, c'est à peu près 2500 euros. Ok. Ouais, pour Et après- 10 ans, ça pour va. Et après, Ouais, tu payes. 2500 € pour la sécurité de si tu perds ton emploi. Oh, ah oui, 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 en plus. Hein, je veux Ouais. dire, t'as pas Ouais, le, ouais, Mais t'as après- pas le de- countdown des 3 mois de. Mais après, c'est un process qui demande il y a certains documents à avoir, c'est pas tout le monde qui peut avoir D'accord. le Golden Visa. Initialement, ils avaient commencé avec les médecins, les docteurs, tous ceux qui avaient des métiers un peu niches. Hmm. Ils étaient favorisés pour le Golden Visa. Ceux qui ont acheté des biens immobiliers à Dubaï étaient favorisés aussi pour le Golden Visa parce qu'évidemment, si tu prends un prêt sur 20 ans et que tu t'installes, etc., tu as envie aussi d'avoir un peu de sécurité vis-à-vis de ton visa. Et là, plus récemment, ils ont ouvert un peu à tout le monde. Et donc, mais c'est sur nomination et il faut remplir certains critères, etc. Et donc, tu peux potentiellement donc avoir le Golden Visa. Donc là, je suis dans le process et au prochain épisode, je vous dirai Si je suis golden. si je suis Golden. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce que vous aimez à Dubaï? Qu'est-ce qui vous rend heureux ici? Alors, moi, une des premières choses qui m'a vraiment rendue heureuse, c'est le melting pot. Tous les gens que j'ai rencontrés, les gens avec qui j'ai travaillé, cette ouverture d'esprit que ça t'apporte. On parlait plutôt d'accepter les coutumes locales, les fêtes locales. Mais en fait, quand j'ai commencé, donc j'étais chez L'Oréal en stage. Donc, boîte française. Souvent, quand on est expat, on s'attend à arriver et de voir que des Français dans une boîte française. En l'occurrence, ce n'était pas du tout le cas. Là-bas, on célèbre toutes les fêtes de toutes les religions. On est invité un peu partout. Et vraiment, ça, pour moi, les premières années à Dubaï, c'était vraiment ça. Des rencontres. Et limite, on allait plus à la recherche de cultures qui étaient différentes de la nôtre. Parce que souvent aussi, les expats à l'étranger, ils aiment bien les Français. Ont la réputation de rester entre Français, d'aller en soirée entre Français, d'être tout le temps entre Français. Et nous, on était plutôt à fuir ce genre d'atmosphère en se disant on veut découvrir autre chose, on veut essayer de comprendre comment ils vivent. Et ça, pour moi, c'était un des gros plus, encore même aujourd'hui. Je suis hyper contente de pouvoir le transmettre à notre fille, qui a des amis de toutes les cultures, qui est hyper ouverte d'esprit. Donc vraiment, pour moi, un gros plus. Ouais, t'avais des D'ici. copines des Philippines, Du d'Inde. Bahreïn, du du Ba- Liban, d'Arabie Saoudite. Pour moi, ça serait, et comme tu dis, oui, le mélange culturel, mais aussi donc sécurité. Ça fait un peu, Ouais, ça mais- fait un peu vrai. basique, mais franchement, c'est agréable de vivre dans une ville où tu sais qu'il y a de la sécurité. Et pas spécialement pour moi, mais c'est honnêtement par rapport à Maeva, par rapport à Zouri, par rapport à la maison, etc. On se sent jamais en danger. Les gens sont accueillants, bienvenants, etc. Donc, c'est vraiment un plus. Ça fait beaucoup de différence avec Paris, Londres et autres. Ouais, qui mais ça, sont- par le coup, c'est un gros point commun avec la Norvège, parce qu'on pense que Norvège et Dubaï, ça paraît aux opposés. Mais pour moi, j'ai habité dans différents pays et c'est les deux seuls endroits où tu peux laisser ton iPhone sur une table de café et partir aux toilettes. C'est les seuls pays où les filles peuvent aller se balader en mini-jupe n'importe où, à n'importe quelle heure de la nuit et il se passera rien.
Ça apporte une tranquillité d'esprit assez inestimable, c'est Et- vrai. ouais. Et moi, je l'avais découvert à la base en tant qu'étudiant en Finlande. Et c'est vraiment une des choses. Moi, mais je me rappelle, c'est bête, tu vois, mais de laisser mon ordi et d'aller prendre mon repas à la cantine, je me suis dit, je veux ça dans ma vie. C'est nul, enfin, on parle d'un ordi et tout. Et après, toi, c'est plus intéressant, Fred, tu étends ça pour pas avoir peur pour son épouse ou sa fille ou quoi. Mais l'aspect sécurité et pas d'avoir en gros charge mentale liée à ça, c'est vraiment, il n'y a pas de prix, quoi. Ah non, Ouais, absolument. Et on s'y habitue très très vite. Ouais. Parce que du coup, moi, je perds tous les réflexes. Alors que je rentre régulièrement en France et je rentre à Paris. Mais alors, je fais pas du tout attention. Je Ouais, prends le pareil. métro, j'ai mon sac ouvert, on pourrait. Mais c'est presque comme si j'invite les gens à mettre leurs mains dans le sac et que Ah je leur ouais. dis servez-vous. Mais attends, mais moi, Je vais- pareil, moi cet été, 10 minutes à la gare de Lyon, j'avais plus de téléphone. Oui, c'est vrai, Ah on n'est même pas exactement sûr de Ça fait comment, très mais bon, on cliché, avait laissé mais- un tote bag un peu ouvert en descendant du train, et on pense que c'est là que ça s'est passé, mais en 2 secondes, ça avait disparu. Ouais. Mais alors moi, pour le coup, et est-ce que vous aussi, ça vous est arrivé, quand on rentre en France, je suis devenu plus parano. Ouais, Moi, pareil. pour le coup, j'ai Pareil. plus peur en mode, c'est un peu les personnes âgées en France, quoi, genre, oula, dans le métro, pas serein, ou c'est devenu un peu chaud et tout. C'est vrai. Ouais. Non, moi, c'est vrai que quand on rentre, je suis un peu en alerte. Ouais, je là, suis, plus, je suis en ouais. alerte et c'est juste aussi de tout ce qu'on voit, faits divers, etc. Mais bien sûr, bien sûr. Ça n'aide C'est- pas. Ça n'aide pas. Mm. Ici, on a cette tranquillité d'esprit qui, pour moi, n'a vraiment pas de prix. Ouais. ouais. Ouais, et comme tu dis, il faut pas tomber dans le cliché parce que malheureusement les médias c'est quand même beaucoup ce qui est véhiculé et je me sens pas en insécurité quand j'entre en France. C'est juste que je vais faire plus attention. Exactement. ouais. Ouais. Et ça me fait rire avec le parallèle de genre la personne âgée qui est un peu parano, quoi. Mais c'est vrai qu'ici, on laisse les portes ouvertes. Enfin, Ouais, comme en Norvège. Ouais, bon, donne pas notre adresse non plus. Alors, si vous voulez venir nous voir, nous sommes. Moi, je suis un peu tête en l'air, donc j'oublie parfois certaines choses. Je me rappelle quand j'étais à Dubaï, oublier quelque chose dans le taxi. Le taxi, je sais plus si c'était mon téléphone ou autre chose, qui me le ramène. C'est dans mon- incroyable. dans Et ça, mon- c'est vraiment. Moi, maintenant, quand j'oublie mon téléphone dans le taxi, mais je ne suis même pas stressée. Ouais, c'est Mais un peu oui. ça. Je dis à Fred, mais t'inquiète, je vais les récupérer. Enfin, Mais exactement. Et en Norvège, c'est pareil. Ah ouais. On a oublié plusieurs fois là cette année. On a oublié Ouais, fait plein carton. de trucs dans Carton, le bus carton, et carton. tout. On a toujours tout retrouvé. Donc maintenant, il n'y a plus de stress. Quand tu l'oublies, c'est juste. Ah bon, faut Faut que voir à j'appelle quelle la- heure le bus va repasser pour que je reprenne ce que j'ai oublié. Moi j'ai laissé un sac entier le avec portefeuille. téléphone, l'ordi, les machins, enfin ouais, les Ton sac entier ouais, avec ouais, tout dedans. carton plein. Et, Et heureusement Et c'est très drôle parce que du coup en Norvège, il y a un de mes collègues il y a pas longtemps qui est venu me voir. Oui, Lucie, tu parles français? Je dis oui, c'était quelqu'un que je connaissais pas de ma boîte. Il me dit je suis partie en vacances avec ma femme là, elle a oublié son téléphone, donc on est en contact avec les gens pour essayer de le retrouver, enfin pour le localiser et tout. Et je l'ai regardé, je lui ai dit non mais laisse tomber, enfin là toutes les Ah oui, démarches là- que tu fais, tu vas pas le retrouver quoi qu'il arrive, genre économise ton temps. Bon, et puis j'imagine que vous appréciez aussi le soleil ici. ouais, parlons un peu du climat. Comparons Ouais. la Norvège et Dubaï. Parce que je trouve, certainement tout le monde se dit c'est à l'opposé. Mais moi, en étant avec vous et en parlant là, je me suis dit, mais en fait, il y a quelques points communs que je dirai après. Mais d'abord, j'aimerais avoir votre avis sur le climat ici. Comment vous le vivez? alors, en 2 temps, Mmh. Ouais. on a vraiment 4-5 mois de grosse chaleur. Quand je dis grosse chaleur, c'est au-dessus de 50 degrés. Ouais. Et septembre-octobre, très haut taux d'humidité. Et ça, Ok. l'humidité, c'est bien. Parce que la chaleur, c'est une chose. Après, c'est étouffant. C'est vraiment l'humidité. C'est très compliqué. Donc là, bon, bah, on est tous préparés. La première fois, c'est une claque. Comme je vous ai dit, quand on venait d'arriver, on s'est dit, oh, on peut rien faire, on va rester à l'intérieur. Et puis après, la vie s'organise en fonction de ça. Donc on passe plus de temps à l'intérieur. La ville est très, très bien faite. Oui, tout est climatisé. Exactement. Donc, les malls sont climatisés, taxis climatisés, comme je vous ai dit, les arrêts de bus sont climatisés. Et même pour tout ce qui est activité, Ouais. ils font énormément de choses indoor. Pour les enfants également, aires de jeu à l'intérieur. Pour les chiens, Ouais, voilà, les dog parks. des dog parks avec piscine dans la clim, gros centre sportif climatisé. Donc en fait, on s'organise. Après, bon, c'est vrai que c'est long parce que voilà, il fait quand même chaud quand on sort de la maison, on peut pas profiter de la plage. Généralement, les expats, bon, comme il y a quelques mois qui sont sur l'été, rentrent aussi, en profitent pour partir plus longtemps. Mais trop drôle. Donc voilà, donc c'est vraiment de l'organisation sous la chaleur. Et je disais que c'est un peu le point commun avec la Norvège, mais
À l'inverse, c'est que nous, on a aussi quelques mois où on se dit, bon là, on rentre dans le dur, c'est l'hiver, et on va plus faire des trucs indoor, où on cherche un peu la chaleur. Mais malgré Bon. tout, c'est un pays très bien organisé pour gérer le froid. Nous, c'est Exactement. dégager les routes, les transports fonctionnent. T'as une tempête de neige, tu pourras aller en voiture au travail, parce que direct, on va aller dégager les routes. Donc comme tu dis, c'est aussi très bien organisé. Et nous, quand est-ce qu'on part? Quand est-ce qu'on essaie de partir? Et nous, on essaie et à cette période-là, on essaie de s'échapper un peu au soleil, comme Surtout sur la transition, en fait, avant que la neige arrive, on n'a pas choisi novembre non plus complètement par hasard, quoi. Non, mais tu vois, je me disais, c'est vrai que nous, on cherche en hiver des choses. Bon, on peut quand même aller dehors et faire du ski, par exemple. Il y a des activités quand même que tu peux faire dehors. Oui. Mais sinon, on va chercher avec les enfants à faire des activités à l'intérieur et tout. Et j'imagine que du coup, on se retrouve on a peut-être des après-midi similaires avec un temps à l'opposé dehors. C'est quoi. Absolument. Ouais. C'est sûr. Attends, Voilà. je vais aborder tout de suite un énorme cliché de la Norvège. Les bébés font leur sieste à l'extérieur Oui, ça, c'est jusqu'à -10 en gros. Sinon, -10 c'est trop, ils peuvent pas. Dubaï, comment on fait la sieste à Dubaï? Vite fait. On fait la sieste dans la clim, Voilà. mais certainement pas dehors sous 50 Peu degrés. importe la température. Ouais, ouais, non. ouais. Je pense que c'est quelque chose qui nous avait aussi surpris. Et je pensais que c'était un mythe, cette histoire de sieste dehors. Mais bon, c'est confirmé par Gabriella, j'imagine. Donc, C'est vrai. Vos week-ends, ils ressemblent à quoi quand c'est cette période-là et comment ça se transforme quand l'hiver arrive? Dans cette période-là, on est soit à la maison, soit dans les malls, soit dans les playgrounds indoor. Et dans la bonne période qui commence mi-octobre, mi-fin octobre, ouais, fin octobre. voilà, on est dehors. Donc on profite de l'extérieur. Et franchement, Dubaï, c'est super bien développé. C'est pas du tout. On a la chance d'avoir été là depuis plusieurs années. Donc on a vu la ville se développer. Et je trouve qu'ils sont beaucoup à l'écoute de la communauté d'expats qui, pendant des années, a dit on n'a pas d'espace vert, on n'a pas de parc, on n'a pas d'endroit pour marcher. Et de plus en plus, chaque année, on voit beaucoup de constructions vraiment pour pouvoir Profiter créer de l'extérieur. Exactement. Créer un peu cette vie d'extérieur où on peut marcher, faire du vélo. Donc c'est comme ça qu'on essaye de profiter, passer beaucoup plus de temps dehors. Ouais. Et pas seulement Dubaï d'ailleurs, parce qu'on fait une fixette sur Dubaï, mais il y a les autres Émirats qui sont aussi développés. Donc Abu Dhabi qui est très, je dirais, penché culture. Ouais, et maintenant il y a où le Louvre, il va y avoir le etc. Guggenheim, j'ai vu aussi. Oui. Exactement. Donc on avait l'habitude de faire des sorties jet ski par exemple à Abu Dhabi où le landscape est beaucoup mieux personnellement que j'apprécie plus que celui de Dubaï. Et après dans les Émirats du Nord, donc il y a Fujairah qui est connu pour avoir de belles plages. Il y a les montagnes à Ras Al Khaimah, à Atta, pour ceux qui aiment le trek, etc. Donc il y a un accès à la nature quand même. Ah oui, non, bien sûr. Après, Je une me nature rappelle, différente. Une nature mais différente, ouais. oui, bien sûr. C'est pas la forêt, mais Et t'oublies de parler du désert aussi. on est On est quand même au milieu du désert. Ouais. On a passé plusieurs années sans le faire trop. Ou bien on le faisait quand on avait des amis, la version un peu touristique. genre Du tu vas faire du tour, quad le dans le désert. spectacle, voilà. C'est ça, ouais. Et là, c'était quand janvier de cette année. Janvier, ouais. On l'a fait avec des amis. On est partis chacun avec nos 4x4. Et on a fait barbecue dans le désert avec les enfants. On se fait attaquer par des chameaux. Ah ouais? Ah ouais, c'est vrai. Il y avait des chameaux qui se baladaient. Ouais. Non, enfin, ils appartenaient à quelqu'un qui est passé après Ouais. en voiture et qui les a D'accord. appelés. Ah ouais? Ouais, mais vraiment, il les a appelés et ils sont partis. Nous, mais... c'est les rennes et vous, c'est les chameaux. Ouais. Mais ils c'est venaient, ça, ouais. ils voulaient manger, et ils regardaient un peu ce qu'il y avait ce qu'ils pouvaient se mettre sous la dent, mais ouais. Ouais, et pour revenir sur la nature, je me rappelle aussi qu'on se faisait des trips, c'est un peu plus loin, mais à Oman, où tu vas voir tu nages avec les Avec les dauphins. dauphins. et tout. Oh là là. Enfin, tu nages, en tout cas, il y a le bateau. Non, mais il y a un accès à la nature. Ouais. Ouais. Je pense que c'est. Parce que c'est quand même un cliché de il n'y a pas de nature, il n'y a Oui, pas de culture que à les, Dubaï. que les buildings. Ou que Tu peux en voilà. trouver Non, dans les Émirats, en tout cas. Ouais, je pense que les personnes qui visitent Dubaï, ceux qui viennent pour le luxe, le bling, ils ont de quoi faire. Et ceux qui viennent pour le côté un peu plus authentique, etc., ils ont aussi, Aussi, des quoi. choses à voir et à faire. Donc ça dépend vraiment de ce que tu veux, tout simplement. Et est-ce que tu peux venir avec n'importe quel budget? Parce que ça a quand même la réputation d'être cher. Je pense que
Il y en a pour tous les budgets. Hmm. Je prends l'exemple d'un Français qui vient à Dubaï. Il n'y a pas vraiment le concept de la petite brasserie au coin de la rue où tu manges très bien pour, je sais pas moi, 20, 30, 40 euros par exemple. Ici, c'est tout de suite des restos dans des hôtels, etc. Donc, il y a d'autres restaurants qui sont un peu plus authentiques, moins chers, mais de manière générale, je trouve qu'en termes de prix pour des vacances, on est quand même un peu au-dessus de vacances Ouais. en Europe Mais en si je peux me général. permettre, je pense que c'est en partie lié à l'alcool. Hmm. Ouais. Et d'ailleurs, je pense que c'est un point, Point c'est commun. peut-être un point Bravo. commun. Eh ouais, Parce que j'avais eh en ouais. souvenir que quand on était venu vous voir, vous nous avez dit Tu que ça doubles coûtait. l'addition en gros. Ouais. Ouais. Et c'est pareil en fait. Ouais. C'est parce qu'en fait, ces endroits accessibles Hmm. n'ont pas la licence. Et ici, la licence, on peut pas acheter. Il y a des carrefours, hein, des très grands carrefours. Il n'y a pas de rayon d'alcool. Ouais. Donc ici, pour pouvoir acheter de l'alcool, il faut avoir une licence. Donc c'est dans des magasins spécialisés. À l'époque, quand on venait d'arriver à Dubaï, il fallait avoir un visa. Il y avait une checklist à TIC pour pouvoir avoir sa carte et sa licence. Maintenant, ils ont levé plein de conditions. Mais là, tu parles pour les professionnels ou même les particuliers d'avoir Pour les cette phase particuliers. Pour les Ah oui, particuliers, voilà. ouais. Ok. Ouais, Pour ouais. les particuliers. Maintenant, même les touristes peuvent aller dans ces magasins spécialisés avec leur passeport pour pouvoir acheter de l'alcool. Mais je veux dire, c'est pas en vente, En vente c'est pas en libre. vente libre. Mais ouais, point commun avec la Norvège. Eh oui. C'est pas en vente libre. Nous, ce sont des magasins étatiques. Donc Ok. ici, Ouais, c'est- j'imagine que c'est. On peut parler aussi peut-être de. Oui, de ça magasins appartient. étatiques, quoi. C'est semi-privé, je crois, mais Ouais. ça appartient quand même. C'est régulé Et par voilà, c'est ça en tout cas. par le gouvernement. Il y en a Mm. que deux. Il y en Ouais. a que deux. Oui, c'est deux chaînes de magasins qui ont la licence, j'imagine, pour vendre de l'alcool aux particuliers. Hmm. Et après, sinon, c'est donc les restos d'hôtels qui ont des licences spéciales pour pouvoir servir de l'alcool. Mais il y a aussi beaucoup de très bons restaurants qui n'ont pas de licence d'alcool, par exemple, à D'accord. Dubaï. Là, quand on va au restaurant à Dubaï, c'est souvent tout de suite très festif. C'est souvent dans des beaux endroits, dans Ouais. des beaux hôtels. Oui. Quand tu arrives de la Norvège, qu'on dépose la voiture au valet et qu'on Ah, monte punaise. sur Non, le mais, rooftop ouais. d'un hôtel et tout, mon petit Miramasséen, là, il... Ah oui. L'échelle est différente. Hein. C'est clair que. Ouais, c'est hyper différent et c'est... Moi, il me faut un c'est naturel manuel, ici. manuel vivre comme une star, quoi. En fait. Parce qu'ici, c'est que au quotidien, si tu le veux, tu peux avoir des réflexes qui n'existent pas en Europe, quoi. Il y a Ouais. un niveau de service aussi qui est différent. Les services, ça, c'est un autre gros point. Les services dans tout. On en parlait un peu pendant Ouais. ce séjour. Avoir une nanny, pouvoir facilement avoir de l'aide dans le quotidien, etc. Ça fait vraiment la différence. L'accès aux services, franchement, Et c'est très abordable, cet accès aux services. Enfin, tous ceux qui travaillent, on va dire, avec un... Enfin, les salaires déjà sont plutôt élevés, plus qu'en Europe, c'est ce qu'on dit. Est-ce que vous avez une idée de tranche plus ou moins de, selon vous, un salaire qui serait bon pour chacun des personnes dans le couple qui ont un ou deux enfants pour vivre assez bien à Dubaï? Est-ce que vous avez une idée et pour aussi que nous on réfléchisse à un Ah, chiffre? quand on déménage Non, mais un chiffre qui Pour vous donner semble à être un quelqu'un, s'ils bon veulent. chiffre pour donner une indication et qu'ensuite on convertisse plus ou moins tout ça côté Norvège en euros et côté Dubaï en euros pour avoir une idée. Je laisse Fred répondre, c'est lui le financier. Ouais. Je dirais un couple avec 2 enfants à Dubaï. Je pense que si le couple gagne à deux 50-60 000 dirhams à deux, donc on est à peu près sur 12 à 15 000 euros à deux. Je pense que ça commence à être confortable et quand je dis confortable, c'est on peut se permettre d'avoir une nanny, appartement sympa, une voiture, mettre de côté, pouvoir voyager, etc. Donc, je pense qu'à partir de là, ça commence à faire sens. Et j'allais te dire justement, moi le réflexe toujours qui reste quand même très européen, est-ce que tu parles en brut ou en net? Sûr. Il faut qu'on aborde quand même ce sujet. Ouais. Comment Alors, il n'y ça a marche pas de différence entre le brut et le net ici. Voilà. Donc, il n'y a pas d'impôt sur les revenus. Ils ont introduit la TVA
Ouais. il y a 2 ans. Et sinon, non, pour l'instant, il n'y a pas de plan pour introduire l'impôt sur le revenu. Donc évidemment, c'est un point hyper important. Ça peut être un peu trompeur parce qu'il faut préparer un peu sa retraite quand même. Et oui. Donc il faut s'organiser par rapport à ses économies, etc. Ouais. Mais ouais, on a entre guillemets la chance de ne pas avoir d'impôt sur le revenu, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire attention. Oui, et d'ailleurs, quand tu dis qu'il faut faire attention, je pense aussi au fait, du coup, en cas de maladie, vous avez des assurances maladie que vous prenez du coup en plus pour avoir accès aux soins, que ça ne vous coûte pas un bras. Non, alors pour la maladie, enfin, l'assurance santé, en général, les entreprises te fournissent donc une mutuelle. Mm. Et donc, en fonction des entreprises, en fonction j'imagine, des statuts dans l'entreprise, les mutuelles sont plus ou moins bonnes. Ensuite, c'est vrai que pour des traitements un peu plus lourds, quand on parle de maladies un peu plus graves, je pense que c'est très limité. Donc, c'est vrai que moi, par exemple, j'ai décidé de prendre une assurance en plus, juste par précaution. Quand tu vas chez le médecin, par exemple, ça coûte combien Et combien tu es remboursé? Et je jump in aussi, est-ce qu'il y a une partie publique ou tout est privé pour la santé? Alors, chez le médecin, on paye 10%. On paye même dans le public. Ouais, mais vraiment 10%. Mais Là, 10%. pour 10% à peine. Ah, ouais. l'équivalent un peu du Ouais. tiers payant en France. Ok. Ouais. Grâce Donc, à vos mutuelles et grâce à- assurances grâce- mais combinées. c'est pas en le cas gros. de tout le monde, par exemple. Voilà, ouais. Ouais. C'est pas le cas de tout le monde. Je pense Tu veux dire que ça- toutes les entreprises ne donnent pas ça? toutes les entreprises n'ont pas le même, Niveau n'ont pas le même de couverture. De niveau de prise en charge, couverture ouais. et de prise en charge. Donc ça peut être Donc, une autre assurance qui est moins bonne et qui te donne accès à un certain nombre d'hôpitaux et pas d'autres, etc. Donc ça peut jouer un peu sur les frais de santé. Ensuite, il y a des hôpitaux publics qui sont très bien d'ailleurs. Mais je pense que par rapport aux assurances, il n'y a pas trop de différence entre aller dans le privé ou dans Non. le public. Vous serez remboursé pareil. Ouais. Oui. Il faut aussi faire attention à l'éducation pour les enfants, parce que l'éducation n'est pas gratuite ici. Ouais. C'est ça. Encore une fois, c'est en fonction des entreprises. Certaines entreprises donnent une allowance pour les frais de scolarité des enfants. Donc nous, par exemple, on a la chance d'en bénéficier avec l'entreprise de Maeva. Mais moi, la banque, par exemple, ne donne pas d'allowance pour l'école des enfants. Ok. Donc c'est à prendre en compte, sachant qu'en maternelle, on parle déjà de 10 000 euros. Et C'est ça, quand tu même- penses que c'est n'importe quelle école parce que j'imagine ici, du coup, il n'y a que des écoles internationales, Principalement. principalement. Principalement, ouais. Principalement. Je pense que le lycée français ici est average en termes de prix. Mhm. Parce qu'il y a beaucoup plus cher, Ah ouais. mais il y a aussi peut-être un peu moins cher, mais je trouve que C'est vrai. ça reste quand même très correct, en tout cas Non, le nous, lycée on- français. On pensait parce que du coup, Zouri, elle est rentrée à l'école l'année dernière. Enfin, sa rentrée, c'est Ouais. de l'année dernière. Et quand on parlait autour de nous de combien on allait payer, on était là, non mais c'est scandaleux. Mhm. Et on a rencontré d'autres parents qui nous disaient, ah mais en fait, C'est là le où elle bon est Zouri, deal, les gars. c'est super. mais Et vous l'école payez pas française, cher. Et c'est j'étais là, mais génial, ouais. apparemment, donc on est plutôt dans la fourchette. Ouais. Les écoles ouais. suisses, il y a une école Brits qui est, c'est 50% de plus cher que ce qu'on paye Ah ouais, pour Zouri. d'accord. Ah oui. Oui, et en plus, toutes ces écoles, il y a des listes d'attente et tout. Même C'est pour très le compliqué, lycée français, même pour c'était le complet. lycée français, Ouais. elle était encore à la crèche qu'on était déjà sur la liste d'attente. Donc oui. Et la crèche, Ah, c'est c'est- cher aussi? Est-ce qu'on peut avoir des allowances? Non, Pour la Non. crèche alors pour la crèche, non. Ah oui, voilà, par Ok. contre. Les allowances, ça commence à partir de la maternelle. D'accord. Et encore une fois, ça dépend des entreprises. Je pense qu'il y en a de moins en moins qui donnent ce genre d'allowance. Mais c'est quelque chose à négocier. Hein. Ouais. Ouais. Parce que j'ai passé des entretiens il y a 6 mois. Et par exemple, quand on est dans la négociation avec les RH, ok, qu'est-ce que vous avez, vous l'allowance à quel niveau et pour combien d'enfants? Ah oui, Ah il y a oui. ça Certaines aussi, le entreprises, nombre. c'est que Ah oui. 2, Ouais. d'autres, c'est 3, Ah oui. 4. Ça fait aussi Ça fait la la diff. différence. Ah oui, tu m'étonnes. Ouais. Non, et c'est trop drôle parce qu'en Norvège, jamais tu demandes est-ce que vous payez l'école Non, française je à pense mes que ce enfants? serait non. À la limite, des gens qui vraiment sont de Expat, vrais en expats contrat avec des expat. contrats du coup expats particuliers. Là, ça va pouvoir rentrer dans un package, mais
par défaut, c'est pas quelque chose qui, je pense, rentre dans la conversation. D'ailleurs, si jamais on peut commencer à en parler, on est prêts, nous. Hein. Mais d'ailleurs, je me permets juste de revenir sur un point parce que depuis Ouais. le début de la conversation, on dit expat, mais en Mhm. fait, on n'est pas vraiment expatrié. Bah, Et oui, bah on non. dit expat On parce est que des immigrés. Vous vivez en dehors de France. Exactement. Oui. Quand on est arrivé, il y avait beaucoup de contrats d'expat. Ouais. Encore plus, surtout enfin moi par exemple, qui était dans qui souvent était dans des entreprises françaises ou européennes, le CFO, le GM, souvent tout le CODIR, Les directeurs, les du coup, directeurs étaient en contrat d'expat. Mais ça se fait plus trop. Ah oui, même à Ouais, ce mais niveau-là. Une ou deux personnes, mais c'est plus Parce que plus c'est rare. extrêmement cher. C'est Exactement. extrêmement cher, c'est de plus Maintenant, en les plus gens rare. sont en contrat local. Ils ont compris que les gens Bien étaient sûr. prêts à se À déplacer. bouger, en fait. c'est ça. Exactement. Ouais. Donc, oui, ça, Mm. c'est un peu semblable. Pareil, en Norvège, avant, il y avait beaucoup de contrats d'expat et tout, surtout avec les trucs pétrole et tout. Et maintenant, plus en Les plus. gens, que contrat ce local. soit Dubaï et la Norvège, un autre point en commun, pour des raisons différentes, mais tu viens chercher une qualité de vie. C'est Ouais. ça. C'est Mm. ça. Et du coup, donc tu parlais Fred, tu dirais donc pour un couple avec 2 enfants, que le couple ramène par mois, entre 12 et 15, tu disais, ça Ouais. commence normalement à Mm. être bien. En Norvège, après nous, on connaît principalement Oslo. Pour être bien, je pense Moins, je qu'il faut dirais. quand même être... je Moi, serais- j'en sais rien, mon amour. Parce que j'ai des enfants, de toute façon. Il faut la faire bien, cette prise. Je veux dire, elle boucle les vacances. Elle Ouais, boucle voilà, tout le c'est monde. ça. Alors, le budget vacances... Alors, pour aller au Club Med. Ah oui, il faut donc déjà, au je vais moins- pas vous donner le budget de Déjà. Lucie parce il faut prendre un budget vacances raisonnable. Mais quand même, je suis tenté de 4 dire, 000 euros chacun, minimum. je dirais, voilà, ça, je dirais que c'est quand même la tranche Parce que basse. les loyers sont quand même chers. Voilà, Mm. une fois de plus, pour donner notre exemple, mais après- avec 4 000 euros, tu couvres ton emprunt, quoi. Donc après, 4 000 euros pour vivre à 4, c'est pas du tout énorme, hein. Donc Ouais. c'est vraiment la tranche basse. Hein. Et les écoles, c'est cher. Et non, c'est gratuit. Ah, Le donc, public ok. est gratuit. Le système norvégien est gratuit. La crèche, qui est le jardin d'enfants, parce qu'il n'y a pas de maternelle en Norvège, donc de 0 à 6, non pas de 0, de 1 an à 6 ans, on va dire à peu près. Là, on paye combien 200 euros par mois, par enfant. Et ça N'importe a quoi. baissé là. Non Ouais, ouais, ça a baissé. Oui, non, non, avant, t'as raison, c'était... Reste sur les vacances, je vais faire cette partie si tu veux. C'est On combien va alors discuter tous les deux. Alors, cet épisode va partir en respecte 2 pas. sous-épisodes. Non mais tu vois, il fait trop genre tout le temps que je dis n'importe quoi, mais vas-y, dis combien ça coûte alors. Non. Et il va dire, Avant 105, les prix, 190. c'était grosso modo autour de 300 euros par mois par enfant. Ok. Donc ça peut quand même Être cher. être Pour assez le cher jardin déjà d'enfants. pour la crèche. C'est l'école qui devient gratuite. Mais là, l'école, nous, on parle du coup à 6 ans. Mais Ok. comme l'école termine à 13h max, après tu payes un Autre truc point commun. qui est l'équivalent genre de la garderie mais version on steroids qui te coûte autant que la crèche. Ouais, c'est ça. Mhm. Ouais. Donc tu as quand même toujours un budget. Oui, mais ça, t'es Conséquent pas pour du obligé de le public. prendre. T'es pas obligé de le prendre. Parce qu'il y en a quand ils sont un peu plus grands, ils rentrent chez eux, quoi. Oui, et ils se butent à l'iPad, mais ça c'est un Un autre autre sujet. Mais pour revenir maintenant, ça c'est vrai que là, Les en tout cas à activités. Oslo, mais je pense que c'est Norvège étendu à toute la Norvège, ils ont réussi à réduire le coût, mais drastiquement. On est à moins de 200 euros pour le premier enfant, et le deuxième en plus, ça Ouais, chute encore. plus t'as d'enfants et moins tu payes. Du coup, si c'était juste une crèche, comparé à la France par exemple, c'est quand même moins cher. Mais c'est vrai que par rapport à une maternelle publique, du coup, c'est plus cher. Et les activités, du coup Et les activités, tu enfants, payes. Ouais. En plus. Mais ouais. par contre, là où tu payes pas, les universités, tout est gratuit. Ok. Et il y a beaucoup d'étrangers qui viennent étudier en Norvège. Pas forcément à Oslo, mais c'est pour ça que tu retrouves. Nous, on a une copine kazakh qui a été étudiée à Ålesund. Il y a beaucoup d'étudiants étrangers qui viennent pour la gratuité des universités. Là, j'en profite pour faire un petit aparté. Je sais pas, je vais essayer de le gommer au montage, mais on entend des plombiers qui Ouais. tabassent derrière sur le. Qui travaillent un dimanche. Qui travaillent un dimanche déjà. Qui travaillent un dimanche. Qui sont en train de s'acharner sur le robinet. Alors, le dimanche n'existe pas à Dubaï. Hein. Ah oui, voilà. Les gens Ah bah tiens. travaillent. Bah oui, le week-end, Bah, c'est le hein. vendredi et le samedi. Non, c'est pas. Maintenant. Non, maintenant c'était vendredi, samedi et maintenant c'est samedi, dimanche. Ça a aligné avec, disons, l'Ouest il y a de ça 2 ans. 2 ans 3 ans, 2022. Mais la culture du travail ici est. Les gens travaillent tout simplement. Ouais. Un tous peu les jour et jours, nuit. tout Quoi. le temps. Aussi, Ouais. il y a toujours accès aux services. Mm. Et pourquoi je voulais rebondir sur ça? Parce que en 7 ans de vie en Norvège,
le plombier est venu une fois, c'était pour refaire la salle de bain, qui d'ailleurs a des montants complètement insane. Ça coûte, aujourd'hui avec l'inflation au fil des années, je pense qu'on parle de minimum 20 000 euros pour refaire une toute petite salle de bain. Wow. Et c'est en grande partie à cause du coût de la plomberie. Et en fait, Et de la main-d'œuvre. de la main-d'œuvre, je pense que je préférerais prendre 18 heures de cours sur YouTube que d'essayer de faire venir un plombier et un dimanche en Norvège. Tu vois le truc, c'est juste rigolo. Je voulais parler de ça parce que là, c'est OK d'avoir quelqu'un qui bosse chez toi un dimanche et qui est plombier. Ça fait pas peur, quoi. Ça va. non, c'est. Ouais. J'avoue, je le voyais pas du tout comme ça, mais. Tu vois, maintenant je mets les choses en perspective. Ouais. Non, c'est complètement normal là. Tout va bien. T'es pas. Non. Et pour les différences, encore, il y a aussi par rapport à la santé. Ouais. On a fait un épisode sur la santé d'ailleurs où on expliquait que tu payes jusqu'à un certain montant, qui est environ, on va dire, 300 euros. Ouais, un peu moins. Et après, une fois que tu as atteint ce palier, tu ne payes plus rien pour la santé pour l'année en cours. Et ça, c'est pas mal. Et pour les enfants, tu ne payes rien pour la santé jusqu'à 18 ans. Ça, c'est pas mal. Mais par Wow, contre, ça, c'est top. contrairement à la France, tu payes, pour les adultes, en tout cas, tu payes dentiste et... Ophtalmo. L'ophtalmo. ouais, tout ça, c'est pas remboursé, quoi. Ça fait pas partie de la santé, bizarrement. Mais tu peux aussi souscrire à des espèces Des de assurances. mutuelles plus, et là tu. Mais Ouais. bon, tout ça a un coût. Ouais. Et est-ce que vous allez voir des spécialistes plutôt français ou ça, c'est pas... Francophone. Même si, au final, bon, on est bilingue en anglais, mais dans le domaine de la santé, moi, je Là, trouve tu ça reviens hyper toujours à- important ouais. de me dire, j'ai besoin de comprendre le diagnostic. J'ai besoin Merci, de comprendre Maëva. ce qu'on me dit. Donc, je vais toujours chercher les francophones chez tous les spécialistes. Ouais. Il y en a beaucoup qui Il y en se a sont beaucoup à installés. Il y en Dubaï. a de plus en plus, donc on a quand même pas mal de choix. Trop bien. Pour rebondir un peu aussi sur ce que tu disais, Fred, le service et le travail accessible tous les jours de la semaine et presque n'importe quelle heure. Comme tu dis, on a le choix. Ça, c'est Dubaï, quoi, pour moi. Le choix de tout le temps. Ouais, tu peux Tu te peux faire avoir un service- livrer ce que tu veux Ouais. tout le temps. Et genre, mais là, tu vas être trop drôle. Toi, tu dois même plus faire attention. Et ça, ça m'a aussi, une fois de plus, rappelé le Panama et l'Amérique latine. Tu te gares devant ton magasin pour aller faire tes courses. Tu as direct un mec qui te saute dessus pour te laver ta voiture. Tu vois. Ouais. Et ça, j'imagine qu'en vrai, c'est peut-être appréciable, non? Parfois, juste, tu arrives tu pars pour faire tes courses à la base et hop, on te lève ta voiture. Tu n'as même plus cette charge. Enfin, Ouais. tu arrives à vraiment t'entourer à chaque fois de services pour te décharger pour Ouais. pas mal de choses, non? Le service est omniprésent. Alors, c'est génial et à la fois, ça crée. Des fois, j'ai l'impression d'être un peu paresseux, Ouais. dans le sens où Mm. je me dis, je sais pas, je me dis peut-être que je devrais laver ma voiture moi-même ou. Eh oui. Ou il y a un problème de plomberie, peut-être que c'est. Bon, là, ça fait 4 heures qu'ils bossent, donc ça, Ça serait beaucoup de vidéos on sait YouTube. pas si on va boire de l'eau plus tard, mais donc ça a l'air compliqué quand même. Mais pour certaines petites choses, je me Ouais. rappelle l'année dernière, je disais à Maëva, surtout quand on a déménagé dans la maison, il y a des choses que j'aimerais faire moi-même, en fait. Juste, et pas toujours dépendre des services, de cette facilité de pouvoir tout le temps appeler et dire j'ai besoin de ci, j'ai besoin on de y ça. prend goût. On y Et- prend On y goût. prend Mais bien goût. sûr. Moi, Il m'a fait quelques la jours ici, j'y ai pris Mais goût. oui, il m'a fait la remarque il y a quelques mois, ma voiture avait des problèmes. Le garage est venu à moi. Ils sont punaise. venus. Ouais, ça c'est Ils cool. ils ont pris les clés de la voiture, ils ont emmené la voiture au garage, ils ont fait le check-up. 48 heures plus tard, ils m'ont redéposé la voiture, ils m'ont appelé, ils sont venus avec la card machine et ils m'ont dit voilà, ça fait tant, merci, au revoir. Et en plus, t'as pas peur qu'on t'arnaque. Pas du tout. Ah oui, voilà, ça aussi. J'allais dire, ça aussi, c'est un truc hyper important. Il n'y a pas cette crainte pour les services que tu payes, que tu te fasses un peu entuber ou... Non, je pense que les ouvriers, les artisans sont aussi là pour gagner leur vie. Donc évidemment, ils nous font pas ça gratuit non plus. Mais il y a un minimum d'honnêteté dans ce qu'ils font. Donc par exemple, quand Maëva parle du garage qui vient chercher la clé et qui emmène la voiture, ok, c'est un garage que j'utilise depuis 3-4 ans. Depuis 3-4 ans. À aucun moment, je me dis, il va essayer de m'arnaquer. Il me propose un prix, j'essaie de négocier un peu, et puis on finit par s'entendre. Ok, Et d'accord. puis voilà. Mais les gens, je dirais, de manière générale, sont assez honnêtes quand même. Ouais. Il y a des gens malhonnêtes partout, mais j'en ai Mm. pas croisé beaucoup, en tout cas Ok. pour ma part à Dubaï. Ouais. Et comment c'est d'avoir un enfant à Dubaï?
Parce Parce que là, vous êtes ouais. arrivé en mode on fait la fiesta. Moi, j'étais là quand vous faisiez la fiesta et tout. Et maintenant, vous êtes devenus parents. Comment c'est d'élever déjà d'être enceinte à Dubaï, d'accoucher à Dubaï, et puis le congé. Alors, enceinte à Dubaï, donc du coup, moi, je m'étais beaucoup posé la question pendant que j'ai... Donc, il fallait que je trouve une gynécologue francophone. Ça, c'était le premier. Je voulais être sûre de pouvoir comprendre de quoi on me parlait. Donc, j'ai trouvé assez facilement, un peu du bouche à oreille, parce qu'il y a quand même une grosse communauté de Français à Dubaï. L'accouchement, pareil, je m'étais dit, je sais pas comment ça va être pour les hôpitaux. Nickel. Ok. Le service premium. Ouais. Alors, l'hôpital est comme un hôtel. Je voulais pas partir. On est arrivé, Petit point commun là aussi. Hôtel en Norvège. on Ouais. est arrivé, enfin, j'allais dire la chambre d'hôtel. Le lapsus. Non mais comme une chambre d'hôtel. Comme une chambre C'est-à-dire que d'hôtel. moi j'avais mon lit et Fred avait son canapé lit avec sa petite couverture. Ils nous ont apporté un menu où on pouvait commander. Wow. Mais est-ce que tout le monde peut avoir accès à ça? Oui et non, Oui mais et on non. n'est pas allé dans le truc ultra, hyper privilégié. Premium. Ouais, Les c'est. hôpitaux. Tant que tu as Après- un boulot et une assurance maladie, ça va? Tu Oui, peux te le permettre? c'est pas quelque chose qui est complètement. Quand tu as un boulot et une assurance Mm. maladie, on n'était pas dans un hôpital qui était complètement. Hyper luxueux. Oui, Non. oui. Après, tout est relativement récent dans ce pays, donc du Ouais. coup, tout est C'est neuf. est c'est relativement clean, neuf. ouais. Donc, c'est pas l'hôpital qui a été construit il y a 30 ans. Tu Oui, vois. C'est bien un sûr. hôpital qui a entre 5 et 10 ans. Ouais. Donc rien de Et- ça, c'est Donc, rien c'est de ça. agréable. Bah oui. Voilà, parce que tout est neuf. Hmm. Donc plutôt ravi. Et ensuite, après, on a découvert un deuxième Dubaï. Hmm. Donc, puisque Eh quand ouais. on est arrivé, c'était le Dubaï étudiant, rencontrer du monde, faire la fête, sortir. Et on connaissait pas ce Dubaï kids friendly. En fait, on a commencé à découvrir avec un enfant. Et ce Dubaï kids friendly, il est kids friendly dès le très jeune âge. Et c'est ça que je trouve assez incroyable, c'est-à-dire que ces playgrounds, donc ces espaces de jeu pour les enfants, ils sont construits pas que pour les enfants de 4 ans et au-dessus. C'est un enfant qui ne marche pas encore, mais qui a 4 pattes, Il va va déjà y trouver avoir ce qu'il faut. son playground à son goût. C'est très bien fait, il y a les petits cafés à côté pour les parents, et il y en a une multitude. Donc vraiment énormément de choix et d'options. Donc c'est Ouais. super. Encore un point commun que moi j'ai remarqué ici. Du coup, j'ai découvert maintenant qu'on est venu avec un enfant, mais ouais, c'est hyper kids-friendly. Et je pense que on n'a pas forcément cette image. Est-ce de qu'on la- peut juste par contre parler d'une différence autour de la parentalité? C'était Donc- comment ton congé paternité, Fred? Pour Zoril, je travaillais à la Banque mondiale. Et donc, du coup, j'avais 90 jours, 2 mois. C'est assez exceptionnel. Ah ouais, pas mal. Non, j'avais 2 mois, à peu près 2 mois de congé paternité. Donc, c'était tout simplement top et nécessaire. Ah ouais, pour un premier enfant en plus. Et là, donc, du coup, dans mon entreprise actuelle, c'est 2 semaines de congé paternité. Donc, c'est plutôt short. Oui, donc très, là, très ça short. sera- ouais. ouais, c'est différent. Ouais. Même pour la femme, bon, C'est si, comme par en rapport à France. vous. au final. C'est comme en France, nous. Mhm. Donc c'est 3 3 mois. mois. Mm. Mais par contre, toi, t'as pas beaucoup avant d'accoucher. Rien avant. Alors ça, c'est Ça, quelque chose c'est qui quand est même typique ouf. de Dubaï, c'est que tu travailles jusqu'à que tu accouches. Mais Genre, c'est vraiment Pour ça. ta Pour- fille, t'es arrivée, Je bossais. tu bossais et t'as été chez le gynéco et bam. Elle m'a dit, tu vas à l'hôpital. J'étais au téléphone, je faisais ma handover à mon équipe en disant, bon bah je reviens pas en fait. Demain je suis pas là parce qu'il y a pas de avant. Et prendre des jours avant, bah c'est le perdu pour après. Donc évidemment, quand on T'as a pas que envie, 3 mois, on n'a ouais. pas envie de perdre. Bon, on s'y Ça fait au t'est- final, ouais. ça va. Après ça dépend Ça de la dépend des grossesse. grossesses. C'est Ouais. ça, bah, Voilà. du coup ça me fait penser, notamment nous pour la deuxième, est-ce qu'il y a la notion de congé Arrêt maladie. Ouais. Oui, il y a des arrêts maladie. Oui, il y a des C'est arrêts quand même, maladie, mais j'ai l'impression que les gens n'en abusent pas trop ici. Ouais. Je sais pas Non. si c'est parce que c'est pas trop dans la culture. Oui, ça- aussi, si oui. t'as pas de raison d'être malade. Exactement. Mais d'être- généralement, après, les les- gens viennent travailler. Mais même après, s'ils le sont malades. médecin, je me rappelle que ta gynéco te disait si tu te sens pas bien, si tu te sens fatigué, tu n'hésite pas et N'hésite pas à faire dis-moi. arrêter. Ah oui, donc Mm. ça va Ouais. quand même, ils sont Mm. bonnes Ouais. aussi sur ça, c'est pas... Ouais. ouais. Donc, Si tu en as besoin, ils le font, quoi. Ouais. Mais du coup, un Dubaï super kids friendly. Mais ça me fait penser du coup aussi aux horaires de travail parce que c'est hyper kids friendly. Mais pour le coup, bon, Venons-en. Venons au gros vous sujet. pouvez parce quand que... même pas, contrairement à la Norvège, aller les chercher à l'école.
Mais comme en France et comme dans plein d'autres pays. On revient sur la discussion des services. Voilà, ça va dans les deux Parce sens. qu'on ne peut pas tout faire. Donc, Voilà. on est là pour travailler. J'aimerais quand même revenir avant que tu déroules. On boucle les billets pour venir à Dubaï et Lucie te dit on arrive vers minuit à l'aéroport, donc peut-être 1 heure chez vous. Et tu dis pas de souci, moi je serai peut-être en train de dormir, mais Fred sera encore en train de travailler, il pourra vous ouvrir. Et donc là je me suis dit, si jamais on fait un épisode ensemble, il faut qu'on en parle. Après tu es aussi dans un milieu particulier qui, de toute façon, je pense que peu importe le pays, c'est lié à des gros horaires. Oui, c'est par définition, la fusion-acquisition, oui, par définition, les horaires sont assez costauds, donc on finit tard. Et donc, oui, la réalité, c'est qu'à Dubaï aussi, on finit tard, bien qu'on n'est pas encore dans un gros hub financier comme New York, Londres ou Paris, mais quand même, ça demande pas mal d'heures. Donc, heureusement qu'on a donc tous ces services pour nous aider à joindre les deux bouts, tout simplement. Ouais. Ouais, notamment une nanny qui Mais peut parce que s'occuper. par exemple, toi, Maë, une journée de boulot, quels sont un peu les horaires? Tu arrives à quelle heure? J'arrive, alors l'école commence très tôt ici. Donc on part de la maison à 7h30, Zouri elle est à l'école à 8h, je suis au bureau avant 8h30 et je pars entre 18h30 et 19h. Donc voilà, j'arrive, on a la nanny, généralement elle est douchée et c'est les derniers instants où on lit une histoire et dodo. Ouais. Des fois, tu fais le rush pour rentrer Et pour pouvoir la ça. doucher. Si je peux, je m'échappe plus tôt, quitte à après rallumer mon ordinateur et puis finir. Oui, c'est ça. C'est que si besoin, mais c'est quand même assez souvent, tu dirais, ou pas? Tu vas rallumer ton ordinateur après. Je dirais, voilà, assez naturellement. Mais je trouve quand même que de manière générale, même dans notre entourage, on voit que les gens travaillent beaucoup. Mais j'ai remarqué en parlant à votre entourage aussi, c'est que, ça dépend encore une fois peut-être des métiers ou des secteurs d'activité. Il y en a certains, ils font 9h-18h et basta, quoi. Ce qui en soit, si on imagine, nous, parce que là on compare à la Norvège, alors bien sûr. Mais à sans- Paris, ce serait complètement Voilà, normal. sans aucune surprise, la Norvège, les volumes horaires sont bien plus bas, mais Paris, c'est pas si mal. Après, le reste de la France, je pense que c'est quand même plus de boulot, mais pour du Paris, c'est vraiment pas si Et mal. un 9h-18h, ou si tu veux, après, tu vas nager à la plage. Et voilà. Parce que Ouais, les faut y plages sont penser. ouvertes Ouais. la nuit. Ouais. Donc bon, ça, c'est quand même ce cadre de vie aussi pour Ouais. lequel les gens viennent à Dubaï. Est-ce que tu dirais que si tu travailles plus à Dubaï, tu peux gagner plus? Je pense que oui. Si tu te tues à la tâche, au moins c'est récompensé. En général, quoi. on te le rend, quoi, on va dire. Généralement, oui. Ouais, Ouais. généralement, oui. Il y a certains plafonds quand même, dans le sens où tu travailles pour une entreprise gouvernementale ou locale. En général, c'est des Émiratis qui ont les plus hauts postes. Donc, quand tu arrives à un certain plafond, peut-être que tu peux te poser la question, est-ce que ça vaut le coup de continuer à travailler si dur? Mais après, dans le privé, absolument. Je pense que c'est vraiment méritocratie. Exactement ce que Et- j'allais dire. Je pense c'est- que c'est pour ça que les gens aussi viennent ici. Ouais. Je repense parce qu'on l'a pas mentionné par rapport au diplôme. En France, c'est très... on le sait, hein. On envoie son CV, on sait que les recruteurs vont regarder si c'est L'école, HEC, ESSEC, ESCP, et qu'après c'est très difficile. chacun sa grille de salaire. Exactement. En France, bac plus 5, il faut faire un master pour avoir un job. Et en arrivant ici, on s'est rendu compte, en tout cas moi je me suis rendu compte que j'étais plus âgée que mes collègues au même niveau parce qu'elles avaient fini l'école plus tôt. Elles avaient fait juste un bachelor, mais au final, en termes de seniorité, une fois dans l'entreprise, on était au même niveau et je pense potentiellement au même salaire. Mais c'est plus une histoire de montrer l'expérience, ton background, et qu'en France, c'est très... faut faire beaucoup d'études. Ici, ce qui est valorisé, c'est les expériences. Dans quelle entreprise, qu'est-ce que tu as découvert, qu'est-ce que tu as appris. Et ça aussi, je trouve qu'en termes d'ouverture d'esprit, c'est important. Je me dis, pour Zouri, pour le futur, oui, les études, c'est une chose, mais en fait, le terrain, c'est aussi très important. Et très valorisé, voilà. Quand tu viens passer un entretien, c'est bien d'avoir ton diplôme, mais de pouvoir dire, j'ai travaillé sur ça, j'ai fait ça, j'ai découvert ça. Au final, c'est quand même ce qui te permet d'aller plus loin. Je pense que, par exemple, moi, mon travail actuel en banque d'investissement et vis-à-vis de mon parcours, c'est un bon exemple. Parce qu'en France, pour travailler en banque d'investissement, en fusion-acquisition, si tu n'as pas fait HEC, ESSEC, ponts et chaussées, etc., en général, franchement, j'ai fait la Sorbonne. Je connais
aucune personne Ah ouais. qui travaille en M&A qui a fait la Sorbonne. Donc, typiquement, c'est le move à Dubaï, c'est les expériences sur le terrain, c'est être au bon endroit au bon moment et bosser dur qui m'ont permis d'être là où je suis. Maintenant, je reçois pas mal de CV, de contacts LinkedIn de jeunes de la Sorbonne ou d'autres écoles qui souhaitent venir. Mais en particulier, pour ceux de la Sorbonne, je leur dis, écoutez, vous êtes un peu face à un mur en Europe parce que c'est vraiment... et ils sont vraiment assez rigides sur ça, mais ici, je sais pas, la mentalité est juste différente. Si tu as une tête bien faite et on aime ton profil et tu as l'expérience ben pourquoi pas. Ça ne s'arrête pas à une question de HEC, SEC et autres. Ouais. C'est vraiment l'expérience qui prime sur le reste. Après, des fois, certains postes ont des besoins. Si tu parles arabe, et que tu dois couvrir des négociations avec des fournisseurs en Arabie Saoudite, peut-être que comme nous en Norvège, c'est mieux d'avoir un Arabic speaker, mais tout comme des fois ça peut être French speaker, ça peut être ou autre. Donc il y a certains besoins qui peuvent être demandés pour certains postes. Mais après, de manière générale, je pense que c'est assez divers. Hein. Je veux dire, si je prends juste un exemple dans mon équipe, dans les équipes dans lesquelles j'ai pu travailler, c'est évidemment, grosse population libanaise, donc tu as souvent des Libanais, grosse population indienne, donc il y a souvent des Indiens dans les équipes. Et puis après, tu as des Italiens, tu as des Français, tu as des Allemands. Il y a de tout. Franchement, c'est divers. Ouais, c'est vraiment divers. Est-ce qu'il y a des choses qui vous manquent de la France? Des petits plaisirs de la gastronomie, des choses. On y vient, mais ça c'est un peu similaire aussi à la Norvège. Ouais. Des choses franchement, on trouve tout maintenant. Tout, et nous, on a vu l'évolution aussi depuis qu'on est là. Au début, où on rentrait en France parce qu'on ne trouvait pas forcément la charcuterie facilement. Je sais que les bons fromages. Moi, j'aimais beaucoup les pains au lait d'une certaine marque que je ne trouvais pas. Tu les trouves toujours pas d'ailleurs, ceux-là. Mais maintenant, on trouve tout, c'est juste que c'est beaucoup plus cher. Oui, voilà, nous aussi. Donc ça nous manque. Le bon vin, très très cher. Après, moi, c'est surtout la petite vie de quartier qui manque. C'est-à-dire le sort de la maison, le petit resto que je disais tout à l'heure, le petit resto du coin de rue où on aimerait bien aller dîner tous les dimanches soirs ou je sais pas. Ouais. Pouvoir se balader et juste la spontanéité de se balader et de passer devant une boutique ou un café et de se poser. C'est vrai. Parce que vous avez peut-être pu vous en apercevoir, mais c'est souvent, il faut faire une réserve pour le resto par exemple. Le concept de tout le temps réserver et une semaine avant, 2 semaines avant, bon, c'est comme ça que ça marche et voilà, on le fait. Mais c'est vrai que moi, ça me... Il y a une spontanéité. Il n'y a pas de spontanéité. C'est trop drôle que tu parles de ça parce que en Norvège, en général, les gens vont dire ce qui leur manque, c'est la spontanéité aussi, mais plus dans les relations. Tiens, on s'apprécie, viens, tu viens, je t'invite à manger chez moi. Les gens ont tendance à tout planifier. Attends, voilà, je suis pas libre avant 3 mois, et encore s'ils en ont envie de venir chez toi. Mais pour le coup, oui, là, on retourne en Europe, tu as toutes les boutiques, tu as la spontanéité de ces endroits, de marché et tout, mais quand on parle de spontanéité, c'est plus le rapport entre les personnes. C'est intéressant. Et ça me fait arriver pour vous, parce que tu l'abordes, la vie de quartier, parler facilement aux gens autour de soi. Les liens sociaux ici, comment ils se créent? Est-ce que c'est facile? Est-ce que tu as un voisinage? Comment ça marche un peu? Je pense que c'est facile quand tu viens ici et que tu es jeune. Nous, ce qui nous a aidés, c'est quand on est arrivé, voilà, on était entourés de stagiaires, des gens qui venaient pour des périodes assez courtes. Donc, on s'approprie un peu les mêmes histoires, donc c'est plus facile. Après, quand on commence à avoir une famille, des enfants, les cercles sont un peu plus fermés. C'est un peu plus difficile, je trouve. Mais vie de quartier, ça dépend de quel quartier. Oui. Mais bon, je dirais pas si différent qu'à Paris. Voilà. Ouais. Il y a des voisins avec qui on s'entend, d'autres avec qui on parle jamais. Par exemple, si tu rencontres tes voisins, tu peux parler un peu. Parce que, oui, absolument. Okay. Ouais. Après, je pense que quand nous, on est arrivés, on était 2. Et ça fait la différence. Par rapport à quand tu arrives et disons que tu es seul et
Et donc, tu dois un peu nager dans Créer l'océan ton- de relations et trouver, avant de trouver, par exemple, les personnes avec qui tu t'entends bien. En général, ça commence souvent donc, avec le travail. Souvent, tes collègues deviennent souvent tes amis. Ça a été C'est vrai. le Pour cas tous les deux. pour nous deux. Ouais. Moi, j'ai eu une super expérience chez Ernst & Young ici, où vraiment toute l'équipe, on avait tous plus ou moins le même âge. Et on travaillait dur toute la semaine. Et je me rappelle, le vendredi soir, on sortait tous ensemble. Donc, et le week-end, on jouait au foot ensemble, etc. Donc, c'était vraiment, c'est vraiment via le travail en général Que vous arrivez à créer du lien. Ouais. C'est vraiment l'occasion de... J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de Français aussi Qui se mettent en Connaît relation, quelqu'un. non? Exactement. Ouais, Je voilà. vais à Dubaï. Est-ce que tu connais quelqu'un à Bien sûr. Dubaï? Ouais, voilà. Bah, nous, les Et premiers, c'est- ouais. pareil. Ouais. hein, Et donc, tu tisses des liens comme ça, des gens que tu n'aurais jamais rencontrés en France, Ouais, par exactement. exemple. Mais parce que vous êtes tous les deux à Dubaï et que vous avez une ou deux personnes en C'est commun, vrai. vous vous Bah rencontrez ouais. et, Mmh. puis, Ouais. et puis voilà. Bah, c'est le cas de certains amis qu'on a ici aussi. Ouais, Enfin, quand exactement. t'arrives, Voilà, ça c'est commun. Comme tu dis, c'est pas Norvège, Dubaï, c'est la vie à l'étranger. J'ai l'impression Ouais. que tu fais des rencontres. C'est vraiment la force du truc. Tu es un peu plus poussé à sortir de ta zone de confort, pas qu'un peu d'ailleurs. Et du coup, bah, tu vas te rapprocher avec des personnes avec lesquelles tu n'as pas forcément d'affinité à la C'est base, ça. mais ça va se créer. et- Mm. On a l'habitude, en fin d'épisode, parfois de demander si les gens qui vivent en Norvège ont des conseils pour ceux qui souhaitent venir vivre en Norvège. Est-ce que vous avez des conseils pour ceux qui souhaiteraient commencer une vie à Dubaï? Tu cherches des infos. Un déménagement à Dubaï, ça se prépare. En termes de logistique, chercher du travail, mais aussi financièrement. Financièrement. Ouais. Financièrement. Donc, et je dirais qu'il faut aussi essayer d'estimer si ça vaut vraiment le coup de venir ou pas, encore une fois financièrement. Parce que pour un certain niveau de salaire, c'est peut-être pas intéressant de, par exemple, quitter la France pour venir. On a peut-être l'impression qu'on gagne plus, mais tu vas dépenser plus. Et voilà. J'ai vu peut-être quelques jeunes faire cette erreur et je pense que c'est peut-être une idée à mûrir vraiment avant de considérer de venir. Mais après, sinon, franchement, je pense qu'une fois que tu es installé, Je se dirais passe bien. aussi anticiper, parce vous nous aviez demandé qu'est-ce qui nous manque aussi, et je pense qu'on aurait pu rajouter aussi la famille. Eh oui. Mais oui. Et je pense anticiper ce détachement. Alors pour les personnes qui ont vécu à l'étranger dans d'autres villes et qui viennent à Dubaï, je pense que l'insertion est plus simple. On a eu des cas autour de nous, de couples ou de familles qui sont venus pour plein de raisons, le travail, le soleil, mais qui n'avaient pas forcément anticipé on est loin, on va beaucoup travailler, on va pas forcément rentrer si souvent. Et en fait, c'est un format qui ne nous convient pas. Et qui sont repartis pour être plus près de leur famille. Et je pense que ça, c'est aussi quelque chose, voilà, les grands-parents qui vieillissent, voilà. Je pense que c'est quelque chose à calculer aussi. Je pars, mais qu'est-ce que derrière je laisse? Est-ce que je pars à un moment où peut-être ma famille a besoin de moi? Pour pas faire tout ça, pour au final, au bout de 2 ans ou moins de 2 ans, se dire, bon, bah, en fait, on remplit le tout, on repart, parce qu'en fait, ça fonctionne pas. Je pense que c'est important de le prendre en compte. Merci beaucoup Maëva et Fred déjà de nous accueillir chez vous, Ouais. de nous faire Bien. accès à un autre mode de vie avec de nouveaux repères. Nous à chaque fois il y a des petits chocs culturels et en plus c'est trop intéressant de suivre. Ça fait 5 ans qu'on n'était pas venus et avant vous étiez dans une étape de vie différente, plus voilà les sorties et tout, on était allés en boîte ensemble, c'était trop cool. Ouais. Et là c'est trop, moi ça m'a vraiment plu de voir l'évolution que même si Dubaï voilà on peut penser bling bling et tout, avec la vie de famille, tout bascule, tout se modifie et ça c'est assez universel aussi. Et d'ailleurs c'est pour ça que je pense avec cet épisode, on a essayé de faire un peu le jeu des différences. Et on a trouvé des points communs au Et final. on a aussi trouvé beaucoup de points communs. Et de toute manière, vivre à l'étranger, c'est jamais que des plus ou que des moins. Et je pense que là, ce dont on peut se rendre compte, c'est qu'il y a du positif dans les deux. Tout dépend des projets qu'on a et aussi quelles sont nos aspirations en termes de qualité de vie. Merci de nous avoir reçus et on espère vous recevoir Merci. très prochainement à Dubaï. On vous attend. Sur du long terme. Eh bien, on vous dit merci de nous avoir écoutés et à bientôt chez nous. Sous les aurores. Si cet épisode vous a plu, pensez à nous laisser une note et un avis sur votre application d'écoute préférée. Ou un commentaire sur YouTube. Ça nous aide énormément à faire grandir le podcast. Merci et à très vite pour le prochain épisode.